Compte rendu de la 83e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 20 mars 2026 à la Cité de l'Union africaine, la 83e réunion du Conseil de ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la prise en charge systématique des diplomates et des missions diplomatiques de la République démocratique du Congo. Le président de la République tient à la mise en place d'un mécanisme fiable, pérenne et transparent, garantissant une prise en charge systématique et régulière de l'ensemble des dépenses liées à la prise en charge de nos diplomates et au fonctionnement de nos missions diplomatiques. Rappelant le rôle stratégique qu'il joue dans la défense des intérêts de la République, la promotion de son image, le développement de la coopération internationale, ainsi que la mobilisation des investissements et des partenariats au bénéfice du pays, il a précisé qu'il constitue l'un des principaux instruments de projection de l'État à l'international, assurant au quotidien la représentation de la nation, la protection de nos compatriotes à l'étranger et la mise en œuvre de la politique étrangère définie par le gouvernement. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre du Budget, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, ainsi que le ministre des Infrastructures et Travaux publics, d'accélérer le processus déjà engagé de l'évaluation exhaustive du coût global de fonctionnement de l'ensemble des missions diplomatiques et du personnel à l'étranger, incluant les rémunérations, les loyers, les frais de fonctionnement ainsi que les engagements vis-à-vis des fournisseurs. Ils devront, sur cette base, proposer un mécanisme structuré et sécurisé de prise en charge reposant notamment sur l'implication, voire une syndication des banques commerciales afin de permettre le paiement direct et régulier des rémunérations du personnel diplomatique et administratif, des loyers de chancellerie et des résidences, des frais de fonctionnement ainsi que le fournisseur et prestataire. Ces mécanismes devront garantir la prévisibilité des paiements, la traçabilité des flux financiers ainsi que la conformité aux règles de gestion des finances publiques et faire l'objet d'une mise en œuvre diligente à laquelle il attache un prix particulier afin de restaurer pleinement la dignité de nos représentations à l'étranger et de renforcer l'image de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la situation préoccupante de Congo Airways. À ces sujets, le président de la République a été saisi du rapport de la mission d'enquête mixte composée de l'inspection générale des finances, du Conseil supérieur du portefeuille et de l'autorité de l'aviation civile qui a été diligentée auprès de Congo Airways en décembre 2025, aux fins d'examiner les faits dénoncés par le collectif de ses agents et d'évaluer la régularité, la conformité ainsi que la performance de sa gestion administrative, financière et opérationnelle. Il en ressort que malgré les efforts engagés dans le cadre du plan d'urgence de relance de cette entreprise dont il avait instruit les financements lors de la 111e réunion du Conseil de ministres du 15 septembre 2023 et qui était évoqué à la 3e réunion du 28 juin 2024, Congo Airways demeure confronté à des graves dysfonctionnements compromettant toute relance efficace et durable. Cette détérioration de la situation fait peser sur l'État actionnaire des risques juridiques, financiers et réputationnels élevés. Elle est d'autant plus préoccupante qu'en l'absence d'une planification rigoureuse et d'un renforcement substantiel de la gouvernance, elle pourrait compromettre le processus de renouvellement de la flotte aérienne récemment acquise par la Caisse nationale de sécurité sociale, au sujet de laquelle toute la lumière devra être faite
sur les modalités d'acquisition des financements et des capitalisations au sein de Congo Airways. Il est également attendu que l'État congolais s'acquitte de ses obligations financières envers cette entreprise en procédant au paiement des droits dus afin de lui permettre de mobiliser les ressources nécessaires à sa relance. Tirant les conséquences de ces conclusions, le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de communication, le ministre des Finances ainsi que la ministre du Portefeuille, sous la supervision de la première ministre avec le concours des autres ministères et organismes publics concernés, à produire un plan de relance actualisé, réaliste et rigoureusement encadré sur le plan financier, assorti des mécanismes clairs de contrôle interne, de conformité réglementaire, d'audit approfondi de la gestion des ressources humaines et de reporting institutionnel régulier à l'État actionnaire. Ces instruments devront constituer les socles d'une restructuration profonde et cohérente de la gouvernance managériale de cette entreprise en vue de restaurer la discipline des gestions, de renforcer la redevabilité des dirigeants, d'améliorer la transparence dans la prise des décisions et d'aligner les pratiques internes sur les standards de bonne gouvernance. Ils devront en outre permettre de définir un modèle de gestion optimal fondé sur des principes de performance, de soutenabilité financière et d'efficacité opérationnelle, garantissant la viabilité durable de l'entreprise, sa compétitivité sur le marché du transport aérien ainsi que la préservation des intérêts stratégiques de l'État actionnaire. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la mise en œuvre du programme de développement DINGA 3. Le président de la République est revenu sur notre ambition de faire de la République démocratique du Congo les véritables poumons énergétiques du continent africain à travers le projet Grand Inga, dont la mission stratégique est confiée à l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga, ADEPI RDC, placé sous son autorité. Avec un potentiel exceptionnel de 42 000 MW, les sites d'Inga doit cesser d'être un simple gisement de promesses pour devenir le levier souverain de notre industrialisation, de notre transition écologique et de la dignité sociale de notre peuple. Le Grand Inga incarne donc de ces faits un choix historique, électrifier durablement le pays, soutenir l'emploi des jeunes, impulser une croissance verte adossée à une industrie minière responsable et affirmer notre leadership énergétique en Afrique. La concrétisation de cette ambition repose sur des partenariats de rang mondial. À cet égard, l'approbation le 3 juin 2025 par la Banque mondiale du crédit d'1 milliard de dollars américains pour le programme de développement DINGA 3, dont 250 millions sont déjà disponibles, marque une avancée décisive pour structurer les sites et créer un corridor de croissance au bénéfice des communautés. Toutefois, l'entrée en vigueur des accords de financement le 2 février 2026 impose l'achèvement urgent du cadre de gouvernance du projet. À ce titre, les ministères sectoriels et les gouvernements provinciaux du Congo central sont tenus de conclure dans un délai de 60 jours les protocoles d'accord de collaboration avec l'ADPI RDC, cette échéance étant imminente. Dans cette perspective, il a instruit le ministre d'État, ministre de l'Industrie, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, le ministre d'État, ministre de la Formation professionnelle, la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, les ministres de l'Emploi et Travail, les ministres des Mines, ainsi que celui des ressources hydrauliques et électricité, à s'approprier sans délai les projets de protocole transmis par l'ADPI RDC, à procéder sous la supervision de la Première ministre à leur signature et à en transmettre les ampliations aux bailleurs au plus tard le 3 avril 2026. Par ailleurs, le gouvernement a été invité à examiner diligemment au sein de ses commissions attitrées le projet de loi INGA en vue de son adoption lors de la réunion du Conseil de ministres du 27 mars prochain, puis de sa transmission au Parlement au plus tard le 31 mars 2026. Ces textes constituent un préalable déterminant
à la mobilisation du soutien financier convenu avec la Banque mondiale. Un rapport d'exécution de ces instructions est donc attendu dans un délai de 5 jours. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur l'amélioration de la gestion de la dotation des 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières. Conformément au premier pilier du programme d'action du gouvernement relatif à la transformation économique et à la valorisation des ressources naturelles au profit des populations, ainsi qu'aux engagements pris dans le cadre du programme du Compact de résilience, le gouvernement continue de veiller à une exploitation efficiente de nos ressources naturelles afin de favoriser le développement des territoires et d'améliorer les conditions de vie des communautés locales. À cet égard, la dotation des 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières destinée au financement des projets et des projets de développement communautaire constitue un mécanisme important prévu par la législation minière visant à permettre aux communautés locales directement concernées par les activités minières de bénéficier des retombées de l'exploitation tout en contribuant plus largement au développement du territoire. Cependant, au vu de certaines faiblesses relevées par les missions d'audit de la Cour des comptes, un renforcement des capacités des dirigeants de certains organismes spécialisés s'avère donc nécessaire, notamment en matière de gouvernance, de gestion administrative et financière, ainsi que de respect du cadre légal et réglementaire. En particulier, en ce qui concerne la passation des marchés publics, l'obtention des permis requis et la conformité aux procédures administratives applicables. À cet effet, la Première ministre a invité la ministre d'État, ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, et les ministres de Mines à soumettre au gouvernement, dans un délai de 30 jours, des recommandations innovantes visant d'abord l'amélioration des mécanismes de supervision et des contrôles des organisations spécialisées, le renforcement de la gestion, la transparence de la mobilisation et l'utilisation des fonds, notamment la meilleure préparation administrative, technique et surtout une meilleure articulation de projets avec les exigences d'un développement intégré et inclusif de nos communautés. Dans un deuxième volet, la Première ministre a évoqué la nécessité de l'encadrement du rôle et de l'intervention des chefs coutumiers dans la vie de l'État. Consécutivement aux résolutions du Forum national des affaires coutumières tenu à Kinshasa du 2 au 5 mars dernier sous le thème « Le renforcement de l'autorité coutumière, gage de la stabilité, du développement, de la sécurité et de la cohésion de communautés en RDC » et en rappel de l'instruction du président de la République formulée lors de la 23e réunion ordinaire du Conseil des ministres du 22 novembre 2024, elle a réaffirmé que la vision du gouvernement en matière de gestion des affaires coutumières repose sur la transformation des entités coutumières en véritable foyer d'impulsion du développement à la base. En effet, a souligné la Première ministre, c'est dans nos villages, nos groupements, nos secteurs et nos chefferies que vivent plus de 70% de la population congolaise encadrée au premier degré par le pouvoir coutumier. Son gouvernement entend faire des autorités coutumières des partenaires stratégiques de l'État, notamment dans la gouvernance, la promotion de la paix et le développement. Cependant, la crise de valeurs traditionnelles et la persistance des conflits coutumiers et fonciers menacent la paix et la sécurité dans nos entités, compromettent la gouvernance administrative et hypothèquent le développement local. Les conflits entre différentes communautés génèrent des soulèvements compliquant la vie locale et la collaboration avec l'État. Il devient donc impératif de se mobiliser pour identifier et mettre en œuvre des solutions adaptées afin de permettre aux chefs coutumiers de jouer pleinement leur rôle. Il s'agit notamment de renforcer leur participation aux côtés de l'autorité administrative pour une gestion efficace de la vie dans nos entités territoriales. Dans ce cadre, elle a engagé le vice-ministre de l'Intérieur en charge de questions coutumières sous les supervisions du vice-premier ministre a proposé dans une démarche à la fois pragmatique, légale et urgente 1. Les bases d'une réforme structurelle des affaires coutumières avec pour ambition de faire de l'autorité traditionnelle un acteur clé de la stabilité du développement RDC
tout en protégeant les communautés locales des égos et des ambitions personnelles. La mise en place en collaboration avec le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le vice-premier ministre, ministre du Budget, d'un mécanisme d'encadrement clair du rôle et de l'intervention des chefs coutumiers conformément aux dispositions légales en vigueur. Enfin, le renforcement des mécanismes des préventions et des résolutions des conflits à travers les commissions consultatives des règlements de conflits coutumiers. La Première ministre a terminé son intervention avec la triste nouvelle de la tragédie en mer impliquant nos compatriotes. En effet, après avoir été saisie par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargée du monde arabe, de la diaspora, de la francophonie et de l'intégration africaine de l'Union du Comore, lui a informé de la survenance en date du 18 mars 2026 d'une tragédie en mer impliquant une embarcation transportant 46 immigrants illégaux, parmi lesquels se trouvent malheureusement 30 de nos compatriotes. Aux dernières nouvelles, les enquêtes se poursuivent sur place pour tirer au clair la situation des ressortissants congolais en vue de leur apporter une assistance nécessaire. Elle a rassuré que le gouvernement reste particulièrement attentif au développement de cette situation. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été, à travers la Direction générale de migration, ainsi que le ministre délégué, près le ministre des Affaires étrangères en charge de la francophonie et de la diaspora congolaise, de sensibiliser nos compatriotes quant au risque à s'engager dans l'aventure d'un voyage clandestin en Occident. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil les rapports sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué principalement par l'attente des retombées de la tripartite tenue à Washington entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et les États-Unis sur la situation de la guerre dans la partie est du pays, les préparatifs des assises de la 13e conférence des gouverneurs de province prévue du 24 au 28 mars 2026 à Bandundu-Ville, ainsi que la stupéfaction mêlée d'indignation au sein de l'opinion suite à l'interception par le groupe des luttes contre la criminalité de la police nationale des cas avérés des simulations des kidnappings dans la ville-province de Kinshasa. Au plan politique, le Conseil a été informé de tensions perceptibles dans les provinces à l'approche de la rentrée parlementaire de mars. À cet effet, le ministre de l'Intérieur ne cesse d'exhorter les institutions provinciales à la stricte application de l'instruction présidentielle relative à leur stabilité, surtout en cette période de guerre. Par ailleurs, dans la province de la Mongala, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle la déchéance du vice-gouverneur et l'a réhabilité dans ses fonctions. Au chapitre du banditisme et de la criminalité, le vice-premier ministre, ministre des Affaires, ministre de l'Intérieur, a indiqué qu'en exécution des instructions du chef de l'État, lors de la dernière réunion du Conseil de ministres, il s'est tenu le samedi 14 mars 2026 au ministère de l'Intérieur une grande réunion de sécurité avec la participation des responsables des services civils, policiers et militaires afin de répondre drastiquement à la question de la recrudescence de la criminalité dans la ville de Kinshasa. Au cours de cette réunion ont été prises les décisions suivantes. 1. L'intensification des interpellations par le groupe des luttes contre la criminalité et stupéfiants du commissariat provincial de la police nationale de la ville-province de Kinshasa des auteurs des simulations de kidnapping. La poursuite de l'opération Ndobo avec l'organisation de patrouilles mixtes PNC-FARDC à la fois diurnes et nocturnes afin d'éradiquer les phénomènes Kuluna. La convocation imminente d'une réunion interinstitutionnelle sur la problématique des braquages et des visites domiciliaires causées par les hommes en uniforme. La tenue imminente enfin d'une réunion interservice avec la participation du ministère des Postes et Télécommunications, de l'ARPTC, des opérateurs des télécoms, afin d'épiloguer sur les mesures de contrôle, notamment l'interdiction des ventes des cartes SIM préenregistrées et la réidentification des abonnés. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a terminé son rapport en informant le Conseil de la situation
aux frontières ainsi que des quelques cas des sinistres et catastrophes enregistrés dans les Kasaï centrales, le Congo central et les Lualaba avec l'éboulement de la mine des Safi appartenant à Boss Mining. Toujours sur ce chapitre sécuritaire, le vice-premier ministre de la Défense nationale a informé le membre du Conseil de la situation opérationnelle et sécuritaire. Celle-ci est marquée essentiellement dans les Nord Kivu par les renforcements de troupes ennemies en hommes et en matériel, en perspective de prochaines attaques, et dans le Sud Kivu par des actions offensives menées respectivement par les troupes de la coalition RDF M23 dans la plaine de la Ruzizi et celle de la coalition Twirwaneho-Tabara M23 dans les hauts et moyens plateaux de Fizi. S'agissant des terroristes ADF-MTN, leur présence dans les territoires de Mombasa a été marquée par les récentes incursions dans 2 villages proches des Bandé-Gaïdo. Il a été complété par le ministre délégué chargé des anciens combattants qui lui est revenu sur la situation dans la périphérie de la ville province de Kinshasa avec les phénomènes Mobondo où depuis les mois de décembre dernier, aucun mort n'a été enregistré. Il a poursuivi que les efforts du gouvernement produisent déjà des résultats sur ces terrains. Nonobstant la complexité de la situation, caractérisée d'un côté par la guerre à haute intensité et de l'autre par des actions d'insurrection et de terrorisme, nos forces armées se comportent dignement sur les différents théâtres des opérations. Au chapitre de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a présenté les tableaux épidémiologiques en République démocratique du Congo avec un accent particulier sur le choléra et les mpox. En ce qui concerne les choléra, la situation montre une baisse des cas suspects à la 10e semaine épidémiologique. Dans la ville-province de Kinshasa, 187 nouveaux cas suspects et un décès ont été rapportés durant cette semaine. La semaine précédente, la province du Sud Kivu est la province la plus touchée avec 225 nouveaux cas suspects. Aucun décès n'a été enregistré. S'agissant spécifiquement de l'épidémie de choléra dans la prison centrale de Makala, le cumul des cas suspects et des 232 dans ces décès répartis dans 7 pavillons sur les 11 qui comptent la prison. La situation épidémiologique montre une évolution globalement favorable, marquée par l'absence de décès ainsi qu'un nombre important de guéris. Au sujet du mpox, comparé à la semaine précédente, la tendance à la 10e semaine est marquée par une légère baisse du nombre de nouveaux cas suspects, passant de 235 à 227. Note d'information relevant du secteur de l'économie. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a informé le Conseil de l'organisation du 3e forum économique entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola du 31 mars au 3 avril 2026. Placé sous le haut patronage de leurs excellences, M. le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joao Lourenço, cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de consolidation des relations bilatérales entre nos deux pays avec pour ambition de faire de la proximité géographique, de la complémentarité économique et de la volonté politique partagée de nos chefs d'État le fondement d'un partenariat économique renforcé, concret et durable. Les thèmes centraux retenus pour cette 3e édition étant l'intégration sous-régionale et le développement du commerce transfrontalier. Ces forums constituent à cet égard un cadre stratégique de dialogue, de concertation et de projection commune autour des enjeux de l'intégration sous-régionale, de la fluidification des échanges, de la sécurisation des corridors économiques et de la promotion des investissements croisés. En termes d'objectifs stratégiques, l'ambition de cette 3e édition est de consolider les acquis des précédentes rencontres en orientant la coopération bilatérale vers des résultats concrets. Afin de garantir les succès diplomatiques, économiques et institutionnels de ce rendez-vous, les vice-premiers ministres et ministres de l'économie a préconisé une synergie interministérielle renforcée compte tenu de son caractère transversal et de ses implications dans plusieurs domaines, car il est question de garantir les intérêts stratégiques de notre pays et de renforcer le lien de coopération entre nos deux peuples. Note d'information relevant du secteur des ressources hydrauliques et électricité. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a informé le Conseil de la mise en service des modules 2 et 3
du complexe industriel de traitement d'eau de la régie des eaux Binza Ozone à Kinshasa, intervenu le mercredi 18 mars 2026. Dotée d'une capacité de production de 330 000 m3 jour, cette infrastructure permettra de desservir de l'eau potable à plus de 6 millions d'habitants dans plusieurs communes de Kinshasa, notamment Ngaliema, Kitambo Selembao, Mongafula Bandalungwa, Kasavubu Ngiringiri Bumbu Makala Kalamu Masina, Njili et Kimbanseke. Il a précisé que la mise en service de cet ouvrage constitue une avancée majeure dans la stratégie du gouvernement visant à améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base et à renforcer la résilience des infrastructures hydrauliques dans la capitale. La Régie des eaux a été encouragée, avec l'appui du gouvernement et des partenaires techniques et financiers, à poursuivre les investissements nécessaires pour renforcer durablement les capacités de production et de distribution d'eau potable dans la ville de Kinshasa. Aussi, les ministres de Ressources hydrauliques et électricité a préconisé le renforcement de la coordination entre les institutions concernées afin d'assurer l'exploitation optimale de ces nouvelles infrastructures et d'améliorer la qualité du service public de l'eau ainsi que la restauration de la cohérence économique dans la gouvernance de la Régie des OSA en appurant les paiements des factures de l'État. Dernière note soumise à l'examen du Conseil de ministres de ce jour, note d'information relevant du secteur de l'entrepreneuriat. Pour sa part, le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des PME a informé le Conseil du lancement officiel de la cérémonie de remise des kits professionnels aux femmes lauréates du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et des mises à niveau des PME Transforme en RDC. Ces mécanismes d'appui aux femmes entrepreneurs suggèrent un parcours structuré et sécurisé en 8 étapes ayant commencé par un appel à candidature en passant notamment par certaines formations obligatoires pour finir par un coaching personnalisé de 6 mois. La prochaine étape, a-t-il indiqué, la plus décisive pour la maturation complète du projet est celle de la remise des kits professionnels à toutes les lauréates en commençant tout naturellement par une remise symbolique à certaines femmes pilotes suivant les phasages ci-après. Kinshasa, 216 de 6275 femmes leaders lauréates obtiendront symboliquement leur kit le 31 mars 2026, jour de clôture du mois de la femme et consacré à la masculinité positive. Kananga, 174 de 4317 femmes lauréates recevront symboliquement des kits professionnels le 1er avril 2026. Mbujimaï, 189 de 4591 femmes lauréates seront servies le 8 avril 2026. Outre les 3 villes ci-dessus, la cérémonie similaire avait déjà eu lieu à Matadi ainsi qu'à Bunia. Pour le gouvernement, il est question de mettre en lumière la première cohorte des lauréates, de montrer l'impact réel du projet sur l'autonomisation économique des femmes, de mobiliser les acteurs autour de la phase opérationnelle des distributions massives des équipements, d'affirmer le leadership du président de la République dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin, d'annoncer à la grande masse féminine au jour de la clôture du mois dédié à la célébration de leurs droits les lancements officiels prévus le 30 juin prochain du programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes ainsi que des concours des plans d'affaires simplifiés CONAPAS, lesquels concernent et intéressent hautement les femmes entrepreneurs. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 82e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 13 mars 2026. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de 5 textes. 1. Projet de loi de ratification. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil pour examen et adoption les textes ci-après. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 2 avril 2026. Projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 26/003 du 31 janvier 2026 modifiant et complétant la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire en République démocratique du Congo. Projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 26/007
du 14 mars 2026 portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier. Projet de loi des ratifications de l'ordonnance loi numéro 26/008 du 14 mars 2026 portant adaptation des dispositions relatives à l'imposition des revenus contenus dans les législations spécifiques. Projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 26/006 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 pour une période de 15 jours prenant cours le 18 mars 2026. Après débat et délibération, tous ces textes ont été adoptés. Commencé à 15h juste, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 16h30. Je vous remercie. Bonjour à tous les amoureux de la lecture. Aujourd'hui, je vous apporte un livre, Autopsie de l'injustice contre le père au tribunal de la famille. Dans ces livres, on nous explique l'expérience de mariage et l'expérience des couples en Europe, en Afrique et partout dans le monde. Ce livre est écrit par un Congolais détenteur d'un doctorat en philosophie. On traite plusieurs questions dans ces livres. Pour tous ceux qui veulent acheter ces livres, contactez le numéro affiché ou écrivez par mail. Ça va beaucoup aider la jeunesse, surtout les jeunes mariés et tant d'autres qui sont dans ces processus, à voir comment gérer tous ces problèmes.